Moussa Excelid Azoul, Oui. le représentant diplomatique du MNLA, donc de la CMA, de la coordination des mouvements de l'Azawad, auprès de l'Union européenne. Actuellement, tu es en France, de passage en France. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la situation qui prévaut en ce moment dans l'Azawad. Ma première question, c'est concernant le document que l'État algérien a proposé à l'État malien et aux belligérants, donc l'autre partie des belligérants, à savoir la coordination des mouvements d'Azawad. L'autre partie, nous on la considère quand même du côté de l'État malien. D'ailleurs, c'est pas si tu pourras nous dire un mot là-dessus. On ne comprend pas pourquoi on associe dans ces négociations des groupes armés, des milices pro-maliennes. Donc ça, c'est notre question, mais on pourra quand même toucher un mot. Donc dans ce document qui a été présenté le 25 février aux deux parties et qui devait être paraphé le 1er mars, on a vu que la CMA, donc les mouvements qui sont dans la coordination des mouvements d'Azawad, ne l'ont pas paraphé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, merci de votre invitation. La coordination des mouvements de l'Azawad qui regroupe 5 mouvements, c'est-à-dire le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le HCA, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, la CMFPR2, c'est-à-dire la coordination des mouvements et forces patriotiques des résistances numéro 2, et puis le MA, le Mouvement Arabe de l'Azawad, et la CPA, la Coalition du Peuple pour l'Azawad. Donc ces 5 mouvements qui composent la coordination des mouvements de l'Azawad, qui sont vraiment les vrais belligérants avec l'État malien, avec le gouvernement du Mali. Effectivement, moi je peux dire aussi que l'une des raisons principales de l'impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire le non-accord, parce que les deux parties en belligérance ne se sont pas mis d'accord, c'est d'avoir introduit une troisième partie qui n'en était pas une. Donc effectivement ces milices qu'ils appellent plateforme, je ne sais pas plateforme de quoi exactement, mais en tout cas ça biaise un peu les négociations, ça fausse, je peux dire même les négociations. Exact. Et nous avons vu effectivement que le 1er mars, la coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas paraphé parce que dans la feuille de route du 24 juillet 2014, c'était écrit que avant toute signature, les partis doivent aller consulter leur population. Et c'est ce que la coordination des mouvements de l'Azawad a souhaité le 28 février et du 12 au 15 mars 2015, nous avons réuni plus de 4000 personnes qui se sont retrouvées à Kidal. Mais le 1er mars déjà, vous n'avez pas paraphé. Donc le fait que vous n'avez pas paraphé le 1er mars, c'est suite à une consultation de la base, c'est ça? C'était un contrat que nous avons eu avec la base. Ouais. Ils nous ont dit, vous nous représentez au sein des bases de l'Azawad qui sont dans les 5 différents mouvements. Ouais. Avant de prendre une décision qui nous engage, revenez nous faire le compte-rendu. Et déjà, le document a été su avant même que la délégation ne revienne sur le terrain. Ouais. Et immédiatement, il y a eu de fortes mobilisations, des manifestations, notamment à Ber, à Kidal, à Menaka, à Djebok, un peu partout sur le territoire de l'Azawad, dans plusieurs endroits. Je ne dis pas dans toutes les localités de l'Azawad, parce qu'il y a une partie qui est contrôlée par l'armée malienne. Ouais. Donc dans cette partie, bien sûr, les populations ne peuvent pas, parce qu'on parle de démocratie, mais moi je peux dire vraiment le Mali n'est pas vraiment un pays démocratique, pour que tous ceux qui sont contre, par exemple, la volonté du gouvernement, et qui sont, par exemple, pour les idéaux qui sont celles de la coordination des mouvements de l'Azawad, n'ont pas la liberté de le faire. Donc on a vu déjà la population qui commence à s'exprimer. Ouais.
Et ensuite, lors des journées de concertation populaire qui ont été organisées à Kidal, qui sont en fait... Donc du 12 au 15 mars, c'est ça? Du 12 au 15 mars, il y a eu des représentants des différentes populations, notamment aussi les chefs de tribus, les chefs de villages, les oulémas, les chefs des camps de réfugiés dans les pays limitrophes où se trouvent des réfugiés, mais aussi ailleurs, dans plusieurs pays où il y a des Azawadiens. Et ce qu'il en est sorti, c'est que le document est insuffisant. Le document ne tranche pas sur le fond. Le document ne répond pas aux aspirations du peuple de l'Azawad. C'est quoi ces aspirations? C'est quoi le fond de ces aspirations? Les aspirations du peuple de l'Azawad, ce sont surtout un statut juridique, politique et territorial de l'Azawad qui permettent aux populations de l'Azawad de s'auto-gérer, d'avoir leur sécurité entre les mains, leur développement, que le pouvoir soit partagé avec Bamako et un vrai partage de pouvoir, pas comme ce qui s'est passé dans les 20 dernières années où on nous parle de démocratie et de décentralisation, mais nous avons vu, quasiment tout le monde est unanime, que c'est un échec la décentralisation au Mali. Ouais. Alors est-ce que cette décentralisation qui est née avec le pacte national dans les années 90, après la deuxième révolte, peut encore nous être ramenée aujourd'hui? La seule différence que nous voyons, c'est que au lieu que le président du conseil régional soit élu au suffrage universel indirect, il va être élu au suffrage universel direct. Ça ne satisfait pas aux populations, c'est-à-dire aux aspirations du peuple de l'Azawad. Il y a aussi le fait que même les partis en belligérance, c'est-à-dire les partis qui devraient s'entendre, ne se sont pas vraiment entendus avant que l'une des parties ne signe. Et elles ne sont même pas définies dans le document. Imaginez-vous que dans le document, à aucun moment, il n'est écrit la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est écrit les mouvements signataires, ou c'est écrit la coordination. Mais la coordination de quoi? Et on a vu plaquer 5 lignes dans lesquelles c'est écrit appellation Azawad. Azawad en gros, en disant que Azawad, réalité humaine, socio-culturelle, mémorielle et symbolique. La dimension politique a complètement disparu. La limitation géographique aussi. L'aspect aussi de l'aspect juridique aussi. À aucun moment, le document ne rentre dans le fond pour éclaircir les choses. En 8 mois, moi j'ai été membre de la commission de négociation. Il n'y a eu quasiment que 3 jours vraiment de face à face. 3 jours de face à face. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on écourte la négociation avant d'arriver à terme. C'est-à-dire avant d'arriver à une entente. Parce qu'on cherche un contrat entre les parties. Et s'il n'y a pas de contrat, si une des deux parties en belligérance, notamment les deux parties entre le gouvernement du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad n'est pas d'accord, donc il n'y a pas d'accord. Non. Justement, donc là la CMA a été claire, donc a suivi la population, donc a donné une fin de non-recevoir au paraphe du document, donc il ne le signera pas. Mais il a demandé à ce qu'il y ait une prolongation, c'est ça? Nous n'avons pas dit que nous rejetons le document. Nous avons dit que le document est une base de travail et que nous sommes prêts, nous sommes disposés à poursuivre la négociation. Nous donnons priorité à la négociation depuis tout le temps. Et que lorsque la communauté internationale, notamment les membres de la médiation internationale élargie, sont venus le 17 mars à Kidal, nous leur avons remis un document dans lequel il y avait les points essentiels que nous souhaitons figurer dans l'accord, s'il y a accord. Et ces documents
remis à la médiation, nous leur avons dit que nous souhaitons poursuivre, c'est-à-dire rencontrer à nouveau le gouvernement du Mali pour nous mettre d'accord. Nous n'avons pas refusé de signer, mais nous avons donné des observations, des amendements, des éléments qui nous semblent être importants, sans lesquels nous ne nous trouvons pas en phase avec notre population, mais aussi notre conscience et l'histoire que nous sommes en train de vivre. Donc c'est pourquoi, une fois que nous avons remis ces différents documents à la médiation internationale, nous avons attendu que la médiation nous réponde. Maintenant, nous avons entendu de l'autre côté que le gouvernement du Mali, selon la presse malienne, pour le moment, nous n'avons rien reçu de la part du gouvernement du Mali, que les négociations sont parachevées. D'ailleurs, je crois que même il y a des diplomates qui ont utilisé aussi ce terme. Nous ne comprenons pas pourquoi deux parties en belligérance et en négociation, une des deux parties arrête avec aussi le soutien de la médiation. La médiation est là pour, de façon trouver une solution impartiale, de trouver une solution entre les parties en belligérance, quel que soit le temps. Il vaut mieux prendre le temps de bien faire que de mal faire et de se retrouver le lendemain avec un départ à zéro. Bon, justement, là un retour à zéro, je veux dire. Un retour à zéro, malheureusement, ça ne fait pas avancer. Et là, justement, tu parlais de la médiation qui n'est pas très claire pour l'instant. Qui n'est pas très claire, puisqu'on entend des choses qui viennent de Bamako, la médiation qui semble soutenir ce qui vient de Bamako en disant que les négociations sont terminées, l'accord est parachevé. Quel est le rôle de la France dans tout ça? Parce qu'on n'entend pas trop parler de la France, alors que ce problème est un problème d'abord de la France. Quand je dis le problème de la France, créé de la France, donc c'est à elle de jouer le rôle premier pour le résoudre. C'est en ce sens que je veux dire, c'est son problème. Et bien sûr, c'est d'abord le problème des Azawadiens, mais la France a une responsabilité énorme. Alors, quel est son rôle actuellement et comment expliquer sa position qui n'est pas très claire? Effectivement, la France porte une responsabilité historique de ceux qui arrivent au peuple de l'Azawad. Nous n'avons jamais été consultés pour avoir un contrat social et pour avoir notre consentement au fait de faire partie non seulement du Soudan français, mais aussi du Mali créé en 1960. Et c'est pourquoi, dès le lendemain de l'indépendance du Mali, il y a eu la première révolte de 1962, 63, 64 et qui s'est poursuivie régulièrement jusqu'à la révolution populaire de 2012 menée par le MNLA. Donc la France a une position ambiguë dans cette seconde partie des négociations, c'est-à-dire depuis que l'Algérie a pris le chef de file de la médiation. On se pose la question, où se trouve la France? Pourquoi la France est quasi absente dans la médiation? Et pourquoi nous n'avons vu le saut de la France que le dernier jour, c'est-à-dire le 1er mars, lorsqu'il fallait être témoin d'une paraphe, d'une signature à Alger, et nous avons vu que l'ambassadeur de la France à Alger a signé en disant qu'il était témoin de je ne sais pas quoi, parce qu'il y a l'une des parties qui n'a pas signé. En tout cas, ce n'est pas témoin d'un accord signé. Non. Donc, témoin de quelque chose, on ne sait pas encore comment on va l'appeler, projet d'accord peut-être. Projet d'accord. Donc, il est témoin de la paraphe d'un projet d'accord. Et ensuite, à Kidal, le 17 mai, nous avons vu l'ambassadeur... 17 mars, tu veux dire? 17 mars, pardon. À Kidal, le 17 mars, ça me fait rappeler le 17 mai 2014, avec la visite du Premier ministre malien, prématuré, et puis même qui s'est soldé par un échec. Donc, le 17 mars, avec la délégation de la médiation internationale élargie, nous avons vu l'ambassadeur de la France et le directeur Afrique du Quai d'Orsay. On s'est dit, bon, en tout cas les nôtres leur ont parlé.
On leur a dit qu'effectivement, il faut que vous preniez votre responsabilité. Mm. Parce que là, s'il y a un génocide ou un massacre de masse ou des tueries ou en tout cas une situation qui n'est pas souhaitable dans l'Azawad par le gouvernement du Mali et ses alliés ou ses complices. La France ne peut pas dire qu'elle n'emporte pas une part importante de responsabilité. Et il n'y en aura pas que la France. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période cruciale de notre résistance, dans notre existence. La France, je l'ai dit là, je suis aujourd'hui à Paris, est historiquement responsable des malheurs qui sont arrivés au peuple azawadien, mais aussi du retour de l'armée malienne en 2013, lorsque l'opération Serval est intervenue. C'est pourquoi nous interpellons la France, le président François Hollande, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, le peuple français dans sa globalité, de permettre de trouver une solution juste et équitable au conflit qui dure depuis 1960 à nos jours entre l'Azawad et le Mali. Et cette situation, si elle perdure encore, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'audace, il n'y a pas eu de prise de responsabilité de la part non seulement de la France, de l'État français, mais aussi du côté de Bamako, des différents régimes qui se sont succédés à Bamako. Aujourd'hui, on voit se profiler des menaces de Bamako. Bamako qui en tout cas d'après la presse et même d'après l'un des ministres du gouvernement malien, il y a quand même des menaces parce qu'ils appellent la CMA à signer, à paraffer son délai. Et on sait que lorsqu'il y a ce genre d'intimidation, de menaces, il y a toujours une suite. C'est-à-dire que l'État malien, bien sûr, quand il est conforté par des soutiens, parce que le soutien pour l'instant c'est la communauté internationale qui lui donne quelque part raison. Qu'est-ce qui peut arriver demain dans l'Azawad justement, si la situation continue comme ça et qu'un État comme la France n'intervient pas pour débloquer la situation? D'ailleurs, le terme sans délai est emprunté par le ministre malien à un ministre français qui nous demande de paraffer le document sans délai. Et là aussi, on voit qu'il n'y a pas d'équité. Les menaces du Mali, on les connaît. On connaît même au-delà des menaces. Certains d'entre nous ont assisté à la mort, à l'assassinat par les militaires maliens de leurs parents en leur demandant d'applaudir. Des fois immolés par le sang, et par le feu. Des fois dans des circonstances horribles. Aujourd'hui, nous sommes positifs. Nous voulons la paix. Nous voulons qu'il y ait la quiétude, la sécurité, que nous puissions nous entendre avec nos frères maliens. Mais les menaces n'arrangeront pas la situation. Qu'est-ce qui peut arriver demain si un d'entre nous est arrêté? C'est un parmi des milliers de personnes, voire des millions de personnes. Ce que nous cherchons aujourd'hui, ça ne se limite pas à une personne, ou deux personnes, ou trois personnes. C'est le peuple de l'Azawad qui est debout aujourd'hui, dans sa différence. Les Songhoi, les Peuls, les Arabes, les Keltamachèques, de toutes les couleurs, sont debout aujourd'hui. Je ne dis pas tous à 100%, parce que 100% n'existe pas. Même dans n'importe quelle démocratie, dans n'importe quel pays, 100% de personnes qui sont d'accord, ça n'existe quasiment pas, l'unanimité. Mais en tout cas, je peux dire que dans leur grande majorité, aujourd'hui, les Azawadiens veulent enfin vivre libres et dignes chez eux. Et cela est légitime. La lutte que nous menons est juste. Les revendications pour lesquelles nous nous battons sont justes. Et cette lutte est historique.
elle s'inscrit dans l'histoire. Nous ne nous battons pas pour le simple plaisir. Et nous n'allons pas chez les autres pour les empêcher de vivre. Nous voulons tout simplement vivre dignement chez nous. Et pour cela, il nous faut assurer notre propre sécurité, assurer notre propre développement par nous-mêmes. C'est tout ce que nous avons demandé. Nous avons accepté de le faire au sein de l'intégrité territoriale du Mali. Mais nous ne voulons plus revenir en arrière. Nous avons vu les limites de la décentralisation. Il y a aussi un fait que tous les accords qui ont été signés avec Bamako ont été violés constamment par les différents gouvernements qui se sont succédés au Mali sans aucune justice. La communauté internationale n'a jamais rendu justice aux victimes de l'Azawad. Pourquoi la commission d'enquête internationale, qui devrait avoir lieu dans tous les accords qui se sont passés, qui ont été signés entre les Azawadiens et le gouvernement de Bamako, n'ont jamais eu lieu. L'une des dernières, c'est le 23 mai 2014, c'était prévu une commission d'enquête internationale. Le 18 juin 2013, dans l'accord de Ouagadougou, c'était prévu une commission d'enquête internationale. Jamais, c'est jamais. Jamais. Il n'y a jamais. Pourquoi c'est seulement nous qu'on accuse de faire ceci ou de faire cela? Nous allons assumer nos responsabilités. Il faut que l'autre partie, le gouvernement du Mali, assume sa responsabilité et la communauté internationale aussi. La France en premier. C'est ce que je vois aujourd'hui. Je vois un peuple qui crie, un peuple qui se bat avec ses maigres moyens. Et puis pourquoi on nie l'existence, d'ailleurs ce qui est absent dans le document d'Alger, des éléments fondateurs de la Charte des droits de l'homme, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Union africaine des peuples, l'autodétermination des peuples. Ça existe aussi. Ouais. Le droit des peuples à s'auto-gérer, ça existe aussi. Et ce n'est pas rappelé dans ces documents. Pourquoi? Nous ne sommes pas venus du néant. Nous avons existé. Et aujourd'hui, nous avons des experts qui nous décortiquent les documents. Et tout cela, nous l'avons vu. Justement, là, si vous... Bon, ce qu'on souhaite, bien sûr, ce que tout le monde souhaite, c'est il faut que les discussions pour aboutir à une paix continuent, se poursuivent. Si ces discussions reprennent, à ton avis, serait-il pas souhaitable justement d'aller ailleurs qu'à Alger pour cette éventuelle suite des discussions? Nous avons demandé à la communauté internationale de nous permettre de continuer à discuter avec le gouvernement du Mali, qui est notre belligérant. Nous respectons nos engagements et cette fois-ci, avant d'aller quelque part, nous voulons être consultés. Et une fois que nous sommes consultés, nous donnerons notre consentement ou pas. Donc, quand vous avez été appelé à Alger, on n'a pas demandé votre avis? Si, nous avons accepté d'aller à Alger. Je vais dire juste que cette fois-ci, nous avons demandé à discuter de tout ça, de la forme, à être un peu plus exigeant qu'avant. Être impliqué bien dans... sûr, Voilà. bien sûr, à être impliqué dans la prise de décision. Ouais. Parce que bon, il faut dire quand même que Alger, mis à part ce qu'on peut penser vraiment du régime, c'est un porte-malheur finalement pour les Azawad. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des discussions à Alger, il y a entre guillemets des accords, mais ils n'ont jamais été en faveur de l'Azawad et n'ont jamais abouti. Nous avons pensé que cette fois-ci, ça pourrait changer parce que nous avons vu les Nations Unies, nous avons vu les pays limitrophes et d'autres pays qui faisaient partie de la médiation internationale. Et nous nous sommes dit, bon, on va donner une dernière chance. Une dernière chose, là on voit en ce moment bien sûr une grande mobilisation dans l'Azawad, notamment des femmes, mais de toute la population. Mais on a noté quand même le fait que les femmes soient en première ligne.
Il y a aussi une mobilisation un peu partout dans le monde. On l'a vu à Paris, il y a eu un rassemblement. Donc, est-ce que tu penses que les autres Amazirs qui sont directement concernés par ce qui se passe dans l'Azawad, parce que pour les Amazirs, pour nous Amazirs, et c'est une question Amazir, hein, ça se passe sur le territoire Amazir, est-ce qu'ils ont des choses à faire? Et s'il y a des choses à faire, est-ce que tu peux nous dire un peu comment les Amazirs, là où ils sont, soit en Afrique du Nord ou dans la diaspora, peuvent agir pour apporter un soutien, ne serait-ce que symbolique, à la lutte de l'Azawad? Massina, nous voulons plus que du symbolique aujourd'hui. Vous voyez là, il est incontestable que la femme azawadienne aujourd'hui est la porte-voix, on peut dire même le porte-flambeau de la lutte azawadienne. Et je sais que dans le monde, les Berbères, de façon générale, sont un peuple qui respecte la femme et dont la femme est pilier. Dans l'Azawad, il y a les Touaregs, mais aussi il y a les autres, c'est-à-dire les Arabes, les Maures, les Peuls, les Songhai, dont les femmes sont impliquées aussi. Mais là, nous avons vu l'hommage qui a été rendu aux femmes Touaregs par Tamazra, l'organisation Tamazra qui a pu organiser la manifestation, le rassemblement du samedi 14 mars à Paris, devant l'Assemblée nationale. Ça nous a beaucoup touchés. C'est pas du symbolique, ça, c'est quelque chose qui est fort. Mettre en valeur la lutte de la femme azawadienne. Et aujourd'hui, nous attendons un soutien de nos frères et sœurs amazirs, mais aussi de nos autres amis. Bien sûr. De nos autres amis, un peu partout dans le monde. Oui. Parce que nous sommes en train d'être ensevelis par la communauté internationale. Je vais le dire parce que on dit chez nous en tamashek, dans ma culture personnelle, une des cultures de l'Azawad, celui qui jette ou frappe quand il est attaqué avec ce qu'il a en main, il n'a pas pris la fuite. C'est-à-dire il n'a pas... Il assume, quoi. Voilà, il se défend. C'est l'autodéfense. Ouais. Aujourd'hui, je pense, nous avons nos frères et sœurs amazirs. Nous savons qu'ils nous soutiennent. Nous avons aussi d'autres qui nous soutiennent, mais les premiers auxquels je lance un appel encore une fois, ce sont les amazirs. Ce sont aussi les femmes amazirs, de nous soutenir pour nous faire entendre. Pour nous faire entendre, parce que je sais que les amazirs, ils sont partout dans le monde. Ils sont impliqués dans les affaires, ils sont impliqués dans la politique, ils sont impliqués dans la construction du monde d'aujourd'hui. Mais malheureusement, moi je les trouve trop éparpillés. Ils ne réunissent pas leurs forces. Un peu comme nous aussi dans l'Azawad. Mais nous sommes en train de prendre conscience qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qui est à mon avis le siècle des peuples et moins des États, mérite une union, un rassemblement, un renforcement à fous de fous. C'est-à-dire de se donner la main pour se rendre fort, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de forces qui ne veulent pas de notre existence. Ouais, effectivement. Et si il faut nous auto-détruire par notre incompréhension, c'est dommage. Ce serait dommage, ouais, ce serait dommage. Et je vois qu'il y a des initiatives qui naissent quand même. Ça me donne espoir. La lutte de l'Azawad est en train de prendre un nouvel envol. C'est-à-dire la lutte par le peuple. La lutte par sans différence ethnique. Nous sommes en train de comprendre
ce sur quoi l'État malien a joué pendant toutes ces années-là. Ouais. Et puisque nous en prenons conscience, nous sommes en train de trouver la solution. L'impossible prend juste un peu de temps. Nous continuerons à nous adapter à la réalité. موسى ما تند شتى زواد les ramages اللي كان شتا زواد جراسنة تخية جراسنة الخرجين جراسنة داغا السوق قنتينا أماشال تهولت هانيغ الشغل نسنت هانيغ تبرضا نسنت نهاية قناة داغي دوسيغا أكال اللي دغدغ باري أرهيغ حكمة النغ تبارك الله السيوض مسينغ الشغل نكمة يوهوسكين يولاغن إيرتين هيني كدغ نيس هاسي جرس اللي دغ باستي لهالس فو يهلن أدقا يموري بديد هيدي هاني استمط تمط نزواد اللي دغ انت توايد انت تبدارد فلا فتك ما نزواد انت دغ أجانت أزواد مالينو هالس واد دو بينادن هرت ينسلا ويندغ أدي سانا أس ورا يكفل قيمة طمط داغ انت هنقطورود انت داغ أس تمان كايت نزواد تمان كايت نيتي اللي دول دغ الغالم فو هولان نغاكال وانا نغ جيغاك مت كوراج مقرن السيوض مسينا غوريف نيلس إجرازا نغهولان نكنيض إيك نسنين دغ الغالم إيك نسنين سوانا الدوبت كما تنهاني تبداد ما تسيب دد متارات النكمة تسيب دد متميد النكمة تسيب دد مت أوات الدوبت متكيد دغنيس ياك مت الخرجين سيوض مت أجي متيتار سبدد متميدن سبدد متواست الدوبت متكيد دغنيس والسلام هو لقامتين تنمة موسى Nagawad to na